test. Test 1, 2, 3, test. Test 1, 2, 3, test. Test 1, 2, 3. Test 1. Test 1, 2, 3. Donc 93 cents, le dollar 93 cents. Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3, test. Test 1, 2, 3, test. Ok, bon, ben alors, on peut reprendre. Je pense que la connexion est partie. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, le live, en tout cas, s'était arrêté. Je n'ai pas très bien compris ce qui s'est passé. Alors, si vous êtes là, faites-moi signe, s'il vous plaît, parce que je ne sais plus, en fait, je suis en ligne ou pas. Est-ce que vous pouvez me faire signe, s'il vous plaît, si vous me recevez? Est-ce que vous pouvez me faire signe, s'il vous plaît, si vous me recevez? Ok, super. Merci Alice, merci beaucoup. Voilà, donc j'en étais en fait à dire en fait que, de mon point de vue en fait, ce qui se joue, c'est une guerre en fait du lobby pharmaceutique contre le petit médecin de campagne. Parce que, et je vous expliquais en fait il y a quelques minutes, que quand on est une entreprise cotée en bourse, il y a des sujétions qui pèsent sur nous. On a des obligations, notamment les obligations de publier des informations qui permettent de se faire une opinion, un jugement sur la sincérité et la fidélité des comptes de l'entreprise à l'action. C'est-à-dire que l'action est bien conforme à la richesse de l'entreprise. Et là-dessus, Gilead, en fait, qui a financé cette étude-là du The Lancet qui attaque l'hydroxychloroquine, avait anticipé pour 2020-2021 un revenu estimé à 2,5 milliards de dollars concernant le remdesivir. Et le remdesivir, aujourd'hui, est compromis à cause des travaux de Didier Raoult qui ont montré qu'un produit qui a 70 ans et qui coûte 10 fois moins cher que le produit proposé par Gilead est 10 fois plus efficace pour non seulement prévenir, parce que c'est ça, il s'agit de traitements précoces, donc ça empêche d'aller dans une phase sévère. Donc ça prévient les désordres respiratoires qui pourraient survenir suite au coronavirus. Et c'est ça, à titre de comparaison, donc, les coûts de production sont plus faibles. Et pour parvenir au prix final, parce que c'est ça, on dit aujourd'hui 1 dollar, mais pour arriver au prix final du remdesivir, on va ajouter en fait les coûts annexes et puis les frais de développement du produit. Donc selon l'analyste en fait Evaluate, c'est un site internet, les essais cliniques qui sont menés sur le remdesivir contre le Covid devraient coûter environ 150 millions de dollars au laboratoire américain. Vous voyez donc, quand je vous disais tout à l'heure, l'étude elle a coûté excessivement cher parce que 96 000 personnes, une évaluation minimale, on nous a dit que ça devrait coûter au moins 50 millions et au maximum 150 millions. Et il se trouve que les essais cliniques qui avaient été prévus par le remdesivir avaient été budgétisés à 150 millions de dollars. C'est un chiffre modéré si on compare au coût de développement
classique des médicaments de Gilead qui tourne autour de 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars. Mais avec un nombre de patients à traiter potentiellement élevé, Gilead peut équilibrer, rentrer rapidement dans ses frais, même si elle a une marge toute petite sur le prix de vente final. C'est ça qui se joue. Alors, est-ce qu'on peut, et c'est ça la question aujourd'hui, et c'est ça le sujet, pourquoi? Ah bon? En fait, non, mais là c'est revenu. Je crois que c'est revenu, hein, on est bien d'accord. Hein. Alors évidemment, on ne peut pas parler de ces gens-là sans être perturbé, au moins dans la connexion. Mais bon. Et donc, là, il y a quelques questions quand même qui subsistent de mon point de vue, qui doivent être réglées. Aujourd'hui, nous, les pays africains, pays pauvres en général, très endettés, nous devons, nous, avoir au moins un mouvement médiatique, une presse libre et forte. Pourquoi une presse libre et forte? Parce que il n'est pas acceptable que ce soit des entreprises qui tiennent un bras dans le dos des dirigeants que nous avons élus, alors que nous, on devrait être en mesure au moins de se poser des questions sur la qualité du monde dans lequel on va vivre, et pour une raison évidente, notre santé en dépend. Donc on est en droit d'exiger de la presse qu'elle s'oblige à jouer son rôle de contre-pouvoir et qu'elle fasse un vrai travail d'information et d'enquête qui soit conforme à sa vocation et à sa déontologie. Merci Alassane, merci infiniment. Je crois qu'il y a un problème de décalage hein, avec le direct. Mais bon, les sujets dont nous parlons sont des sujets sensibles. Et parce qu'ils sont sensibles, forcément, on a des problèmes. Je me rends compte que les fois où on a des problèmes de direct, c'est chaque fois quand on touche les sujets compliqués. Okay? Mais bon, c'est très bien comme ça. Il n'y a pas de destin forclos. Il n'y a que des responsabilités désertées. Okay? Et nous, les nôtres, nous les assumerons. Que ce soit politiquement ou citoyennement, nous les assumerons. Voilà. Donc nous sommes en droit d'exiger que la presse nous informe et qu'elle dise quels sont ses conflits d'intérêts. Voilà. Et alors, en conclusion donc sur cette affaire, parce qu'il s'agit maintenant de conclure, les histoires de l'hydroxychloroquine n'est pas efficace et augmente même le risque de mortalité, si vous entendez ça, dites-vous bien, c'est faux. Clairement, c'est une contre-vérité flagrante. Ce que l'étude a montré, c'est que donner de l'hydroxychloroquine à des patients en phase critique ou terminale n'a pas d'effet thérapeutique avéré. C'est ça qu'ils ont démontré. Ils ont démontré qu'il ne sert à rien de donner de l'hydroxychloroquine à des patients qui sont dans une phase critique ou dans une phase terminale. Ça n'a aucun effet thérapeutique avéré. Mais mes amis, c'est ce que s'évertue à affirmer le professeur Raoult depuis 10 semaines au moins. Il nous dit exactement ça. Il nous dit, si vous voulez avoir de l'impact dans la lutte, dans la riposte contre le Covid, vous devez dépister de façon précoce, donc tester de façon systématique, vous devez isoler ceux qui sont positifs et vous devez traiter ceux qui sont malades. C'est ça qu'il dit. Ce n'est certainement pas lui qui dirait d'aller donner de l'hydroxychloroquine à des patients en phase terminale. Il dit qu'il ne le fait pas lui. Alors, pour vous donner un exemple, en fait, c'est un peu comme si vous donniez du Doliprane à des mourants pour conclure, après leur décès, que le paracétamol ne soulage pas la migraine. C'est à peine différent. C'est ça, mais par contre, ça dit quelque chose. Cette étude dit quelque chose sur le degré de malhonnêteté intellectuelle et le niveau de connivence qu'il y a entre, et c'est ce que j'expliquais au départ avec les ouvrages qui m'ont permis en fait de préparer ce live, justement des professeurs et des médecins qui ont travaillé soit pour The Lancet, soit en tant que médecins. Ils disent en fait que aujourd'hui, on en est réduit à ce que les intérêts dominants qui ont financé une étude aussi stupide, une étude, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, une étude aussi stupide, à des hauteurs de dizaines de millions de dollars, c'est une étude dont le but
est clairement de nous vendre des produits après. C'est donc une étude de marché, tout au plus, et une étude en tout cas commerciale. Alors, il faut bien que nous nous comprenions. Hein. Il faut que nous sortions du pour ou du contre Raoult. Ce n'est pas ça le sujet. Ce qui se joue, selon nous, et la vraie dimension du débat, c'est la guerre que les laboratoires nous mènent contre notre santé, contre les gens contre leurs clients, et c'est ça qui est bizarre, sur le futur marché du coronavirus. C'est ça le sujet. Et c'est un sujet scandaleux. C'est un sujet scandaleux. Et il ne faut pas dire que les gens ne savent pas ce qu'ils font. On a parlé du rôle de Bill Gates dans la vaccination. On a parlé aussi du rôle de l'industrie pharmaceutique dans ça. Il nous faut terminer en parlant donc de l'OMS. Parce que l'OMS a été la première à tirer sur le protocole de l'hydroxychloroquine, en disant qu'elle elle interdit aux gens de l'utiliser. Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous, OMS? De quoi nous parlez-vous? Pourquoi venez-vous? Si vous aviez un peu de compétences, vous nous auriez évité beaucoup de problèmes. D'ailleurs, un collectif de médecins brésiliens a fait une lettre ouverte et j'encourage les médecins sénégalais à faire la même chose, à faire une lettre ouverte à l'OMS en lui disant nous ne ferons pas, nous continuerons à prescrire l'hydroxychloroquine. Parce qu'il faut se rappeler d'une chose, et je parle à mes amis médecins qui nous écoutent, vous avez une responsabilité. C'est vous qui avez prêté serment. Et vous avez prêté le serment de soigner les gens. Vous avez prêté serment de ne refuser votre aide à personne. Et vous avez prêté serment que même si les gens n'ont pas d'argent, vous les soignerez. Vous nous le devez. Et donc, j'invite les médecins africains à faire une lettre ouverte dans laquelle ils disent qu'ils se désolidarisent de l'OMS. D'ailleurs, il faut fermer l'OMS. Il faut arrêter avec l'OMS. L'OMS a fini d'administrer la preuve au monde de sa dangerosité pour les Africains, de sa dangerosité pour les pauvres et de sa connivence presque systématique avec les puissants, contre les pauvres, contre la santé mondiale. Et le docteur Tedros, retenez-le bien, hein, après cette histoire de coronavirus, beaucoup devront passer en jugement. Il nous faudra traduire en jugement énormément de gens qui ont joué avec la santé mondiale. Voilà. Je vous remercie pour votre grande indulgence. Ça a été long, mais on a été coupé 2 fois. Et voilà. Je voulais vous souhaiter une très bonne soirée et puis vous prier de prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. Merci infiniment. Merci beaucoup. Salut Jeannot, sois le bienvenu. Pierre Marignan, Latir, Blackman, Djibril, sois le bienvenu. Merci mon frère. Salam alaikum.